La notification est tombée à 6h47 alors que j'attachais mes bottes de sécurité. Mon téléphone a vibré 2 fois sur le plan de travail de la cuisine. Je l'ai ramassé en m'attendant à un changement d'horaire ou peut-être à une alerte météo pour le chantier. Au lieu de cela, j'ai reçu un SMS de ma femme qui a bouleversé toute ma matinée. Ses plans ont changé. Tu restes à la maison. Les enfants veulent leur père biologique pour le voyage au Japon. C'est David qui vient à ta place. J'ai lu le message 3 fois. Les mêmes mots à chaque fois. Aucune excuse, aucune explication, juste une décision imposée comme si j'étais un employé que l'on réaffectait à une autre tâche. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai fixé la machine à café. Le voyant rouge clignotait, régulier et patient. Mes mains étaient calmes, ce qui m'a surpris. J'ai versé le café dans mon thermos et je me suis assis à la table de la cuisine. C'est la même table où nous avions planifié ce voyage 6 mois plus tôt. J'avais entouré les dates sur le calendrier et calculé chaque dépense. J'avais enchaîné les heures supplémentaires pour payer les billets d'avion que j'avais réglés la semaine dernière. Des billets qui, apparemment, ne m'incluaient plus. L'appartement était trop silencieux. Elle était partie hier avec Théo et Léa. Il s'était rendu chez sa sœur avant le départ international prévu pour demain matin. 2 semaines à visiter des temples, à manger dans des restaurants branchés, à prendre des photos devant les monuments de Tokyo. Je m'en réjouissais d'avance. Plus maintenant. J'ai ouvert nos comptes bancaires. Le fonds pour les vacances était presque vide après l'achat des billets à 1900 € l'unité. Mes économies personnelles étaient là où je constituais un fonds d'urgence depuis 5 ans, intouché par quiconque d'autre que moi. J'ai ouvert mes emails. Les confirmations de vol étaient là. Tous les billets débités sur ma carte de crédit. Mon nom figurait sur la facturation. Son nom était sur la liste des passagers. Ses enfants étaient sur la liste des passagers. David Moreau était sur la liste des passagers. Je ne l'avais jamais rencontré. Il était parti bien avant que j'entre en scène, puis était réapparu il y a 6 mois lors de la remise des diplômes de Théo. Tout en sourire et en tape dans le dos, comme s'il avait été présent tout ce temps. Ma femme appelait cela tourner la page. Moi, je l'appelais par son vrai nom, mais j'étais trop poli pour le dire tout haut. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le parking en bas se remplissait de gens partant au travail. Un mardi matin tout à fait normal. Tout le monde avait un endroit où aller. J'avais un poste dans un atelier de céramique industrielle qui commençait dans 40 minutes, production de carrelage, salaire stable, rien de prestigieux. J'avais pris ce boulot il y a 8 ans quand nous avions besoin d'un revenu fiable. Quand les enfants avaient besoin de fournitures scolaires et de manteaux d'hiver, quand la voiture tombait en panne, j'accumulais les gardes et je réglais les factures. Mon père m'avait appris à tenir des registres. Chaque paiement, chaque reçu, chaque prélèvement automatique, tout était là. J'ai ouvert mon classeur de gestion domestique. 8 ans de documentation me fixaient. Reçu de loyer, facture d'électricité, assurance auto, forfait téléphonique, abonnement Netflix et Disney+, et bien d'autres choses encore. Tout était à mon nom, tout était payé par moi. J'ai fait une liste, non pas par colère, mais parce que j'avais besoin de voir les choses par écrit. Le temps de finir, j'avais compté 42 dépenses mensuelles récurrentes que je couvrais seul. 42 à 0. Mon téléphone a vibré. Un autre message d'elle. Ne sois pas fâché. David veut renouer avec ses enfants. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai tapé 5 réponses différentes avant de toutes les effacer. Finalement, j'ai écrit « Passez un bon voyage ». 4 mots et un point final. Ensuite, j'ai appelé mon chef pour lui dire que j'avais besoin de ma journée. Urgence familiale. Il n'a pas posé de questions. Je me suis assis avec mon ordinateur portable, mon téléphone et tous les documents sauvegardés au fil des ans. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'allais faire ce que j'aurais dû faire dès le début. Je me sentais comme un portefeuille sur pattes. Avec soin, méthode et exhaustivité, j'ai commencé mon travail. Le café dans mon thermos était devenu froid le temps que je passe les 3 premiers appels. Je ne m'en suis pas rendu compte. J'en avais 12 autres à passer avant le déjeuner. Premier appel, la société de carte de crédit. J'ai supprimé l'utilisateur autorisé de mon compte en 4 minutes et elle n'y avait plus accès. Deuxièmement, les services de streaming, Netflix, Spotify, Canal+. Même scénario, même réponse.
Je réduis mes dépenses, disais-je au 5e appel. J'ai géré le forfait mobile. 3 lignes à mon nom, la mienne, la sienne et celle de Léa. J'ai résilié les 2 autres. Cela coupera le service immédiatement, m'a prévenu le conseiller. C'est exactement ce que je veux, ai-je répondu. J'ai continué. L'assurance auto sur sa Peugeot, celle que je payais depuis que la boîte de vitesse avait lâché il y a 3 ans. J'ai appelé l'agent. Il me connaissait par mon nom. Quel véhicule ? A-t-il demandé. J'ai dit, la Peugeot. Supprimez-la. Il a marqué une pause. C'est la voiture de votre femme, non ? Absolument. Il a traité la demande le jour même. Elle aurait besoin de sa propre couverture si elle voulait continuer à conduire. Je suis allé vers le placard. Mes vêtements occupaient un tiers de l'espace. Le reste était à elle. Des robes qu'elle avait achetées pour des dîners que j'avais payés. Des chaussures qui coûtaient plus cher que mes bottes de travail. Je n'ai touché à rien. Je suis juste resté là à regarder combien de place j'avais cédé sans m'en apercevoir. Mon ordinateur était toujours ouvert quand j'ai affiché le contrat de location. Mon nom, ma signature, son nom nulle part. J'avais signé ce bail il y a 5 ans quand nous nous étions installés ensemble. À l'époque, elle disait que son dossier n'était pas bon et m'avait demandé si je pouvais m'en occuper seul. J'avais été trop stupide pour dire non. J'ai appelé l'agence immobilière. Madame Girard a répondu. Je dois discuter de mon bail. J'ai dit, je prévois de libérer le logement par anticipation. Quelle est la procédure ? Elle a vérifié mon dossier. Le loyer est payé jusqu'à la fin du mois prochain. Donnez un préavis de 30 jours et nous le remettrons sur le marché. Le secteur est très demandé en ce moment. Elle m'a envoyé le formulaire de préavis par mail pendant que nous étions encore en ligne. Je l'ai signé et renvoyé. Mon téléphone a vibré. Théo. Mec, mon téléphone vient de se couper. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai répondu par SMS, le contrat était à mon nom. Tu devras ouvrir le tien. Léa a envoyé un message juste après. Même confusion, même question. J'ai donné la même réponse. Ma femme a appelé. J'ai laissé sonner 4 fois avant de décrocher. Sa voix était tendue et contrôlée, le ton qu'elle utilisait quand elle était en colère mais essayait de ne pas le montrer en public. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» a-t-elle demandé. « J'ajuste mes dépenses, ai-je dit. »« Tu as coupé les téléphones des enfants ?» a-t-elle crié. J'ai résilié les lignes que je payais. Ils sont adultes maintenant. Ils peuvent gérer leurs propres factures. C'est ridicule. Nous sommes sur le point de quitter le pays. Tu aurais dû régler ça avant ton vol, ai-je répondu. Silence. J'entendais les annonces de l'aéroport en arrière-plan. Changement de porte. Appel à l'embarquement. Tu es puéril, a-t-elle fini par dire. Je suis clair, ai-je répliqué. Tu voulais ta vraie famille pour ce voyage. Je te donne exactement cela. Elle a commencé à protester, mais j'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix n'avait pas monté. Je me sentais calme d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Cet après-midi-là, j'ai continué à appeler. L'abonnement à la salle de sport, le service de livraison de repas, le nettoyage de la voiture que je payais par habitude. Au coucher du soleil, 42 dépenses mensuelles étaient passées à 11. Seulement les miennes. Seulement ce que j'utilisais réellement. J'ai commandé des nems et j'ai mangé à la table de la cuisine avec mon ordinateur ouvert, épluchant les documents. 8 ans à être la fondation sur laquelle tout le monde se tenait tout en prétendant que je ne faisais pas partie de la structure. Plus maintenant. J'avais du travail le lendemain. Un travail plus important. Le genre de travail qui ferme des portes au lieu de les laisser entr'ouvertes. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Lefebvre, un avocat recommandé par le frère d'un collègue. « Que puis-je faire pour vous ?» a-t-il demandé. J'ai expliqué le SMS, le voyage, le bail à mon nom, les factures que j'avais couvertes. Il a écouté et a dit que je devais tout documenter. Si cela allait au tribunal, les dossiers seraient cruciaux. Je les avais déjà. Il m'a dit de l'appeler si elle engageait une procédure. 20 minutes plus tard, Madame Girard de l'agence immobilière m'a rappelé. Elle avait déjà quelqu'un d'intéressé. Un jeune couple avec des dossiers solides voulait emménager le 1er du mois.
J'ai signé la résiliation du bail ce soir-là. L'appartement semblait différent, moins comme un foyer, plus comme un hôtel où j'avais trop séjourné. J'ai commencé à faire mes cartons cette nuit-là. Je n'avais pas grand-chose. Des vêtements, mon matériel de travail, mon ordinateur, quelques livres. La plupart des meubles étaient là quand nous avions emménagé ou c'est elle qui les avait choisis. Rien n'était à moi. Tout tenait dans 8 cartons et 2 sacs de sport. Pendant que j'emballais, je pensais à leur voyage, au musée, au restaurant, aux chambres d'hôtel que j'avais aidé à payer. Je me demandais si David payait quoi que ce soit ou si elle avait supposé que je continuerais à faire couler l'argent même après avoir été désinvité. Probablement la deuxième option. Mon téléphone a vibré. Léa. Maman dit que tu es déraisonnable. Peux-tu juste lui parler? J'ai répondu, je lui ai parlé. Elle a fait son choix. Je fais le mien. Tu vas vraiment gâcher notre famille pour ça? A-t-elle demandé. La famille? Vous l'avez gâché quand vous avez choisi votre père biologique plutôt que l'homme qui est là pour vous depuis 8 ans, ai-je écrit. J'accepte simplement ce que vous avez déjà décidé. Aucune réponse. J'ai continué mes cartons. Le lendemain, j'ai loué un box de stockage sécurisé dans une zone industrielle à l'est de la ville. J'y ai tout rangé sauf ce dont j'aurais besoin pour 2 semaines. J'ai déposé un changement d'adresse à la poste, non pas vers un appartement, mais vers une boîte postale dans une petite commune à 50 km de là. Une ville ouvrière, un coût de la vie bas, des emplois industriels disponibles. Je pouvais trouver quelque chose de similaire n'importe où. De retour à l'appartement, j'ai transféré les fonds restants sur mon compte personnel et j'ai clôturé le compte joint. Mon téléphone a sonné. Son nom sur l'écran. J'ai répondu. La banque m'a appelé, a-t-elle dit. Pas de bonjour, pas de salutation. Tu as fermé notre compte. J'ai fermé mon compte, ai-je corrigé. Tu es libre d'ouvrir le tien. C'est de la folie. Nous sommes mariés. Vous l'étiez, ai-je dit au passé. Tu recevras les papiers à ton retour. Les papiers du divorce. Maître Lefebvre s'en occupe. Tu es sérieux? Totalement. Où vas-tu aller? Ce n'est plus ton problème, ai-je dit. Tu voulais que David s'implique. C'est le père. Laisse-le gérer. C'est ce que font les pères. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. 2 semaines plus tard, j'ai rendu les clés. L'appartement était loué. J'ai chargé le dernier carton et j'ai roulé vers ma nouvelle destination, une petite chambre meublée au-dessus d'une quincaillerie. Loyer bon marché, à distance de marche de l'usine de fabrication où j'avais décroché un poste pour le lundi suivant. Je n'ai dit à personne où j'étais. Le premier signe que les choses s'effondraient est venu des réseaux sociaux. Théo a posté une photo à l'aéroport avec la légende « Enfin à la maison ». Léa a posté « Pourquoi y a-t-il un camion de déménagement devant notre immeuble ?» J'ai fermé l'application et j'ai préparé mon dîner. Des œufs et du pain grillé. Simple, pas cher et à moi. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé. 17 appels manqués, 12 messages, 3 messages vocaux. Je les ai laissés s'accumuler pendant que je regardais les informations locales sur la petite télévision de ma chambre. Finalement, j'ai vérifié les messages. Premier d'elle, appelle-moi tout de suite. Deuxième, où es-tu? L'appartement est vide. Troisième, ce n'est pas drôle. J'ai supprimé les messages vocaux sans les écouter jusqu'au bout. À 21h15, elle a essayé d'appeler d'un autre numéro. J'ai répondu. Où es-tu? A-t-elle exigé. Ailleurs, ai-je dit. L'appartement n'est plus à nous. Il y a des inconnus qui y vivent. Nos affaires sont partout. Nous ne pouvons pas entrer. J'ai corrigé, les miennes sont déjà déplacées. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai fait. Où sommes-nous censés loger? Ce n'est plus mon problème. Tu voulais David. C'est le père. Laisse-le gérer. Elle a commencé à pleurer. Le genre de pleurs qui venait plus de la frustration que de la tristesse. S'il te plaît, a-t-elle supplié. Parle-moi. Nous pouvons arranger ça. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit. Tu m'as dit que je ne faisais pas partie de ta vraie famille. Tu le pensais. Et moi, je le pense exactement comme ça. J'ai raccroché. Théo a envoyé un SMS.
Maman craque. Tu as tout pris. J'ai répondu, j'ai pris ce qui m'appartenait. Tout le reste est encore là-bas. L'appartement était à mon nom. Je ne paie pas de loyer pour des gens qui ne veulent pas de moi. Où allons-nous vivre? C'est entre toi, ta mère et ton père. Pas de réponse. Vers minuit, le téléphone s'est tu. Je me suis assis près de la fenêtre ouverte, écoutant les bruits de la ville, le trafic lointain, un chien qui aboie, le bourdonnement d'un lampadaire. J'ai pensé à leurs photos du Japon. J'ai pensé aux messages qui avaient tout déclenché. Les enfants voulaient leur père biologique. Ils l'ont eu. Puis ils ont compris exactement ce que cela signifiait. J'ai éteint le téléphone, je l'ai branché et j'ai dormi. 3 semaines après le début de mon nouveau travail, Maître Lefebvre m'a envoyé un email. Avis juridique reçu. Elle avait déposé une requête pour contester la résiliation de l'appartement et exigeait que je couvre les frais de logement temporaire. L'avocat a joint les documents et une note, dossier fragile. Elle n'a aucun fondement juridique. Je m'en occupe. La requête a été rejetée 2 jours plus tard. Le juge a statué que l'appartement était uniquement à mon nom. La résiliation du bail était régulière. Je n'avais aucune obligation de loger des beaux-enfants adultes ou une épouse séparée. J'ai enregistré l'email dans un dossier intitulé juridique et je suis retourné au travail. Ma routine est devenue simple. Pointer à 6 heures, sortir à 14h30, m'arrêter au bistrot pour un café, retourner dans ma chambre, lire, regarder la télé, dormir. Personne ne me demandait pourquoi j'avais déménagé ou d'où je venais. J'étais juste un gars de plus qui faisait son travail et restait dans son coin. Ça faisait du bien. 1 mois après leur retour, Théo m'a envoyé un message. Je comprends pourquoi tu es en colère au début, mais ça nous affecte tous. Maman a dû prendre un boulot dans un centre d'appel. Léa dort sur les canapés de ses potes. On a dû vendre des trucs juste pour payer le loyer. David ne répond plus à personne. Tu ne peux pas juste nous aider un peu? J'ai lu le message 2 fois et j'ai fermé l'application. 2 jours plus tard, Léa m'a envoyé une demande d'amis sur une plateforme que j'utilisais à peine. J'ai refusé. Puis elle a trouvé mon adresse email. Elle a écrit, « Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je pensais que ce serait sympa d'avoir mon père là-bas. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. On peut se parler, s'il te plaît? Tu as 22 ans. Théo en a 24. Vous êtes tous les 2 adultes, ai-je répondu. Ta mère a fait un choix. Vous l'avez soutenue. Maintenant, vous assumez les conséquences. Ce n'est plus ma responsabilité. Elle a répondu, alors c'est ça. 8 ans et tu t'en vas comme ça. Je suis parti le premier, ai-je écrit. J'ai juste rendu la chose officielle. Pas de réponse. Le travail m'occupait. Les gars à l'usine étaient corrects. Quelques-uns d'entre nous déjeunaient ensemble parfois. On parlait de sport et de météo. Rien de personnel. 6 semaines plus tard, mon ex-femme m'a envoyé un long message désespéré. David s'était volatilisé 2 jours après le voyage. Théo cumulait 2 jobs. Léa avait dû abandonner un cours. J'ai fait une erreur, a-t-elle écrit. Pouvons-nous parler? Tu me manques. J'ai enregistré le message dans le dossier juridique et je n'ai pas répondu. Maître Lefebvre a appelé 1 semaine plus tard. Elle essayait d'obtenir une médiation. Elle voulait une prestation compensatoire et un soutien temporaire. Depuis combien de temps étions-nous mariés? 6 ans. Selon les registres, j'avais tout payé. Lefebvre a dit qu'elle n'avait droit à presque rien. Il a négocié. Elle a demandé 2000 € par mois. Le médiateur a proposé 500. Mon avocat a contré avec 0. Ils ont fini par conclure sur rien du tout. Affaire classée. Divorce finalisé en 60 jours. Ce week-end-là, j'ai conduit jusqu'à un parc naturel à 1 heure de ma nouvelle ville. J'ai suivi un sentier, je me suis assis au bord d'un lac, j'ai regardé le vent rider l'eau. J'ai pensé à l'homme que j'étais 4 mois plus tôt, lassant ses bottes à 6h47, et au message qui avait tout changé. J'ai pensé à la vie que j'avais maintenant, calme, simple, sans complications, un travail que je ne détestais pas, une ville où personne ne connaissait mon histoire. Un compte bancaire auquel moi seul avais accès. Je n'étais pas amer. Je n'étais pas en colère. J'étais libre. Des mois plus tard, pendant une pause au travail,
mon téléphone a vibré, un numéro inconnu. J'ai répondu. Allô, c'est bien toi? C'était la sœur de ma femme. Sa voix paraissait plus vieille et fatiguée. J'ai besoin que tu saches ce que tu as fait, a-t-elle dit. Il s'effondre. Ma sœur travaille 60 heures par semaine. Théo a dû arrêter sa formation. Léa fait du squat chez les uns et les autres. David ne rend pas les appels. Il les a bloqués. Écoute, a-t-elle plaidé. Je lui ai dit que j'avais été là pendant 8 ans. J'ai tout payé, j'ai fait des heures sup, j'ai signé les baux et les factures. À la seconde où ils ont choisi leur père biologique, je suis devenu jetable. J'ai fini d'être gentil, ai-je dit. Elle s'est tue. Puis elle a dit que sa sœur pleurait chaque nuit et qu'elle était désolée. J'ai dit qu'elle pouvait vivre avec ce choix. J'étais clair et froid, non pas parce que je voulais punir, mais parce que j'en avais fini d'être considéré comme un dû. Cette nuit-là, j'ai reçu un email de Léa. Objet, je suis désolé. Elle écrivait qu'elle et Théo réalisaient ce que j'avais fait pour eux. Ils l'avaient pris pour acquis. J'ai lu le message 3 fois et j'ai répondu, j'apprécie que tu écrives cela. Comprendre ce que tu as perdu ne change pas le fait que tu étais prête à le perdre au départ. Tu as 22 ans. Tu es assez grande pour avoir mieux agi. J'ai donné 8 ans de ma vie. Je ne l'ai pas fait en attendant de la gratitude, mais je ne m'attendais pas non plus à être remplacé. 2 semaines plus tard, le divorce était définitif. Pas de cérémonie, pas de drame, juste de la paperasse qui rendait officiel ce qui était déjà vrai depuis des mois. 1 mois après le divorce, j'ai supprimé chaque photo de mon ancienne vie. L'appartement, les voyages, les dîners de famille où je souriais pour l'appareil tout en me sentant comme un étranger. Tout a disparu. J'ai gardé une seule chose, une capture d'écran de ce premier message. Les plans ont changé. Tu restes à la maison. Les enfants veulent leur père biologique pour le voyage au Japon. Je l'ai gardé non pas comme un rappel de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais gagné en partant. La dignité. La paix. Une vie qui m'appartient. 6 mois se sont transformés en 1 an dans ma nouvelle ville. J'ai eu une petite augmentation à l'usine. J'ai commencé à aller dans un petit restaurant local le vendredi soir où la serveuse connaissait ma commande. J'ai acheté une camionnette d'occasion. Je n'ai pas cherché à faire de rencontres. Je n'étais pas prêt. Peut-être que je ne le serai jamais, mais ça me convenait. J'avais passé 8 ans à construire une fondation pour des gens qui me voyaient comme temporaire. Maintenant, je construisais quelque chose de permanent pour moi-même.